Chers collègues, chers amis, j'ai le plaisir de lancer pour la première fois 3 web émissions qui ont été réalisées par la Société de médecine de la reproduction. Ces émissions ont pu être réalisées grâce à la participation de l'ensemble des membres du bureau de l'ASMR et grâce au soutien financier du laboratoire Merck Serono qui a pris en charge la partie technique réalisée par le LED médical. L'idée est venue du professeur François Vialard qui a organisé un premier débat sur le diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdie. C'est en fait à l'occasion des discussions sur le projet de loi de bioéthique qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre de fantasmes et de méconnaissances circulaient sur le sujet et donc pour nous c'était important de pouvoir donner une information médicale claire et débattue sur ce sujet. Je vous invite donc à revoir ce replay. Et puis, comme ce n'est pas le seul sujet de médecine de la reproduction pour lequel il y a des ombres, eh bien, nous avons pensé à réaliser ces émissions. D'où cette idée de proposer sur un format court une mise au point sur un sujet, non pas pour les médecins spécialistes, mais pour tout un chacun qui puisse être confronté de manière transversale, que ce soit en tant que professionnel de santé ou en tant que grand public et éventuellement en tant que politique. Pour ces 3 premières émissions, nous avons choisi des thèmes d'actualité, l'endométriose, le bilan de fertilité et la stimulation de l'ovulation en dehors des centres d'assistance médicale à la procréation. Juste un mot pour finir, au sujet du financement par le laboratoire Merck Serono de la partie technique de ces web émissions, le laboratoire Merck Serono n'a en aucun cas participé au choix des sujets ni à la préparation de ces émissions. J'ai donc le plaisir d'introduire l'émission sur la stimulation ovarienne. Alors si c'est un sujet qui est parfaitement maîtrisé par les centres d'assistance médicale à la procréation, ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié des traitements de stimulation sont aujourd'hui faits en ville par les gynécologues, que ce soit avec des traitements oraux ou injectables, ou que ce soit avec ou sans insémination intra-utérine. Donc c'est un sujet qui est un petit peu plus technique, mais il nous a paru vraiment intéressant de reprendre les bases des bonnes pratiques, car on a vraiment un double enjeu sur ces traitements. Le premier enjeu est celui de ses chances de réussite, qui dépendent de sa prescription à bon escient, et le deuxième enjeu est celui de la maîtrise du risque des grossesses multiples. L'information, l'accompagnement médical et psychologique pour ces femmes ou ces couples infertiles qui vont démarrer leur projet de conception à travers ces stimulations est vraiment l'affaire de tous les professionnels, d'où cette émission. Je vais vous laisser entre les mains expertes du docteur Catherine Rongière qui a préparé avec beaucoup d'attention cette émission avec ses invités. Je l'en remercie, je les en remercie. C'est à vous sur le plateau. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à Nathalie d'avoir fait cette très belle introduction. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de la stimulation ovarienne avec ou sans insémination, avec 3 éminents professionnels. Vanessa Lubin, qui est endocrinologue. Bonjour Vanessa, qui est coordinatrice du centre d'AMP de l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Absolument. Sandrine Sirodin, Bonjour. Bonjour Sandrine, qui est biologiste, médecin biologiste au centre d'AMP de l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Bonjour Sidi. Bonjour Catherine. Gynécologue obstétricien, andrologue à Strasbourg, et qui vont donc partager avec moi cette émission pour essayer de vous donner les informations les plus importantes et les messages les plus forts pour essayer d'être au top pour une prise en charge optimale pour nos patients. Alors, on va se mettre dans une situation classique. On reçoit un couple en consultation qui ont un désir d'enfant depuis 12 mois, 18 mois, 2 ans. Et donc, comment ça va être pris en charge? Alors, on a artificiellement un peu séparé les choses, mais on va pouvoir aborder en fait le bilan et les sujets les uns après les autres. Donc Sidi, je te laisse la parole sur l'accueil et puis peut-être les premiers bilans à demander, et en particulier à Madame. Merci Catherine. Alors en effet, le bilan, c'est l'une des premières choses à faire. Nathalie l'a bien avancé, on va donner des traitements et c'est important, avant tout traitement, de faire un bilan de la fertilité. Ce bilan, on va le faire chez la dame et chez l'homme. Ça commence par un interrogatoire où on va demander la durée d'infertilité du couple. Tu parles d'un couple qui essaie depuis 18 mois.
lui demander à la patiente sa durée des cycles. Ces cycles, est-ce qu'ils sont réguliers ou pas? Lui demander si ces règles sont douloureuses, si les rapports sont douloureux. Dans l'interrogatoire, principalement, ce sont les grosses choses qu'on va redemander chez la femme. Pour le reste de l'interrogatoire, on va demander aussi le rythme des rapports du couple. Et puis on va passer sur l'examen clinique, l'examen physique de la patiente réalisé par le médecin gynécologue recherchera certains signes, je pense principalement à l'endométriose par exemple, mais bon, un examen clinique de sa patiente. Et puis après on prescrira les examens qu'on voit sur la dia qu'on a ici. Des dosages hormonaux qui se font à un moment précis du cycle, au début du cycle, la FSH, la LH, l'œstrogène, la MH et la TSH. Ces dosages hormonaux sont faits entre le 2e et le 5e jour du cycle. Et pourquoi doit-on le faire en début de cycle finalement? Parce que justement là, il y a un petit schéma qui nous montre la variation de ces hormones au cours du cycle. Et c'est au début de cycle où on va avoir des données qui nous sont standardisées. On va pouvoir les interpréter lorsqu'on est au début du cycle. La LH fait un pic au milieu du cycle. Si c'est fait n'importe quand, on ne peut pas interpréter lorsqu'on monitore une patiente la LH. Si l'œstrogène, c'est pareil, il est à son minimum au début du cycle. Et puis au fur et à mesure que le follicule est en croissance, l'œstrogène va augmenter aussi. On va faire donc ce bilan et j'insiste un peu sur la MH parce que là on va parler des stimulations autour de l'insémination, ou sans insémination, pardon. Et cette AMH a un rôle important puisque elle est le reflet de la réserve ovarienne chez la patiente et donc il faut avoir en tête la réserve ovarienne de sa patiente avant de commencer son traitement. Vous avez tendance à faire toute une AMH en début de cycle ou en début de prise en charge? Alors, l'AMH, elle est quand même soumise à beaucoup de facteurs de variation. Donc, c'est un examen qui est d'interprétation difficile. Ce que, déjà, il n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, donc c'est 40 € aux frais de la patiente. Et l'AMH, on sait que c'est bien corrélé aux chances de grossesse en assistance médicale à la procréation pour les patientes de plus de 35 ans. Chez les plus jeunes, c'est moins évident comme lien de corrélation. Ce qu'on sait, c'est que quand on a une AMH très haute, on est en facteur de risque d'hyperstimulation, ce qu'on observe chez les patientes qui ont une réserve ovarienne très importante et des ovaires polykystiques. Quand on a une AMH très basse, on est plus sur le versant insuffisance ovarienne, qui pour le coup, si la femme a moins de 35 ans, est primitive. Néanmoins, on sait que si on fait une AMH peu de temps après l'arrêt de la pilule, par exemple, elle va être faussement basse. Si on fait une AMH après une intervention chirurgicale, elle va être faussement basse. Donc l'AMH, il faut l'interpréter vraiment avec précaution. Et surtout chez les femmes jeunes, je pense qu'il ne faut pas inquiéter trop les femmes jeunes sur les taux d'AMH, parce qu'on a des femmes qui arrivent presque en pleurs, persuadées qu'elles sont en insuffisance ovarienne. Et on est très rassuré par l'imagerie ovarienne que l'on peut faire, quand bien même on avait une AMH qui pouvait inquiéter ces patientes. Les patientes qui ont aussi des aménorrhées avec des déficits de l'hypophyse ont aussi des AMH basses. Donc les grandes sportives un peu minces, les anorexiques, ont des AMH basses. Donc il faut vraiment interpréter avec précaution l'AMH. Mais vous avez plutôt tendance à la faire quand même pour avoir une première idée peut-être ? En première intention, ça dépend, franchement, ça dépend du compte folliculaire antral et ça dépend où on va aller. Si effectivement on va aller en FIV, c'est très intéressant pour nous de le savoir. Si c'est une femme de plus de 35 ans, c'est très intéressant de le savoir. Si c'est une femme jeune qui n'a pas de trouble du cycle, où on ne sait pas où on va aller tout de suite, pas forcément en première intention, à mon sens. Alors justement, on parlait du compte folliculaire, donc sur l'imagerie justement des patientes. Ben justement, alors sur l'AMH, justement, comme tu en parlais, il faudrait la corréler au compte folliculaire. Le compte folliculaire, c'est ce qu'on va observer sur l'ovaire par l'échographie, compter le nombre de follicules en début de cycle. Et c'est vrai que si l'AMH
est normal. Souvent, le compte folliculaire l'est aussi. Et si la MH est basse, on se fie plus au compte folliculaire chez une patiente jeune, puisque c'est ce qu'on va observer, c'est ce qu'on va stimuler. Et donc, dans le bilan d'imagerie, on a cette échographie en début de cycle qui permet de compter les follicules. Elle permet aussi de regarder l'utérus, sa cavité. Et on a besoin dans le bilan d'imagerie encore de connaître la perméabilité des trompes. La cavité utérine et la perméabilité des trompes est historiquement observée par un examen qu'on appelle l'hystérosalpingographie. L'hystérosalpingographie, c'est la petite image de radiographie avec 2 flèches rouges qu'on a sur le diaporama. C'est une radio des trompes et on arrive aussi à voir la cavité. Alors je vais dire que cette radio elle est souvent ou parfois entendue comme étant douloureuse par les patientes et heureusement a été développé un examen échographique qui s'appelle l'hystérosonosalpingographie ou IFOSI à l'aide d'un gel révolutionnaire, j'ai envie de dire, qui s'appelle l'Exemgel et qui permet de passer à travers les trompes et d'être visible par l'échographie. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres séries d'images sur le diaporama associées à ce compte folliculaire. On peut faire une image 3D en 3 dimensions de la cavité avec de l'eau, puis après aspirer l'eau par échographie et puis faire passer ce gel qu'on va voir diffuser à travers les 2 trompes. C'est bien toléré par les patientes, c'est pas décrit comme douloureux. Et puis c'est fait par le même opérateur, c'est souvent le médecin gynécologue qui va pouvoir faire cet état de la fertilité en une seule fois. Oui, donc ça permet en fait d'avoir à la fois une imagerie de la cavité, une imagerie des trompes, enfin une idée des trompes et de faire aussi le compte folliculaire. Donc en un seul examen, on a finalement un peu plus de résultats qu'en hystérographie. Et puis peut-être c'est aussi un peu moins douloureux pour les patientes qui effectivement ne vivent pas toujours bien. Ça dépend aussi qui fait l'hystérographie. C'est ça. Évidemment. C'est pour ça que j'ai pris des pincettes sur dire que c'était douloureux. Je pense que ça dépend de l'opérateur qui fait les radios des trompes. Alors, concernant l'hystérographie, je pense que c'est très important de mettre les patientes sous antalgiques avant l'examen, de les prévenir qu'effectivement, on injecte 20 ml dans l'utérus et que ça va provoquer des contractions utérines. Et celles qui ont des règles très douloureuses, ça risque effectivement d'être pénible. En mettant les antalgiques avant et en prévenant les patientes, dans des mains expertes, ça peut se passer plutôt pas mal. Concernant l'IFOSI, le gel coûte très cher aussi, il faut le savoir. Ouais. Oui, il faut d'ailleurs voir si on peut s'organiser un jour pour pouvoir le faire rembourser. Ça n'est pas remboursé. Il est quand même plus cher que le produit de contraste 90 € de l'hystérographie. Voilà, et donc, ceci étant, ça apporte quand même des informations et un confort pour les patientes. Absolument. D'autant plus, et je n'ai rien contre les radiologues, mais qu'on a plus l'habitude de faire des échos, de poser un spéculum à une patiente que parfois certains radiologues qui font pas si souvent que ça des hystérographies et qui parfois sont un peu mal à l'aise pour peu qu'il y ait une présentation un peu complexe. Donc on espère peut-être que ça puisse se diffuser un peu plus pour au moins apporter des éléments importants pour un diagnostic. Et à ce sujet, depuis janvier de cette année, l'examen est remboursé par la L'examen, Sécu. oui, mais donc toujours pas le gel. Voilà, peut-être que le gel un jour... Oui, en partie, mais ça ne remboursera pas le gel. Non, le gel, non. Ouais, tout à fait. Et puis on a les examens de monsieur. Alors justement, monsieur, on sait que c'est parfois pas si simple. Parfois, ils ont même du mal à venir en consultation. C'est ça, donc on a une demande dans ce cas-là qui est un peu particulière chez ces patientes-là, c'est que c'est la demande finalement d'un couple et que il faut prendre en charge ce couple et qu'il faut interroger ce couple et accorder autant d'importance à l'homme qu'à la femme. C'est parfois difficile, ne serait-ce que de faire venir les hommes en consultation, mais c'est important. Et un des premiers examens qu'il va falloir faire, c'est le spermogramme, donc qui doit être... alors je vais te demander de passer la diapo suivante, merci. Du coup, ce spermogramme qui fait partie du bilan de première intention, qui est indispensable, mais qui doit être fait absolument dans de bonnes conditions. C'est un examen qui est parfois redouté et qui doit être fait avec un certain nombre de précautions pour pouvoir être interprétable. Et rien n'est pire qu'un examen mal fait, mal expliqué et mal interprété, parce que ça débouche sur des grandes crises d'angoisse à l'issue de ça.
Alors, il y a souvent des recommandations autour du délai d'abstinence. Donc, moi, ce que j'aurais envie de faire passer comme message, c'est que le délai d'abstinence, bien sûr qu'il ne faut pas qu'il soit trop court, que si on a un délai d'abstinence de quelques heures, le résultat va être faussé. Il ne faut surtout pas qu'il soit trop long. Parce que si on a un délai d'abstinence de plus d'une semaine, moi j'explique aux patients que ce n'est pas une bonne idée non plus parce que les paramètres vont être altérés. Donc, voilà. Mais qu'après, il ne faut pas non plus extrêmement vouloir monitorer les choses et que ce soit 48 heures, 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est bien. On s'en fiche un peu pour l'interprétation. Il faut qu'il soit fait en laboratoire spécialisé. Alors, il y a plein de laboratoires qui font des spermogrammes bien. Il faut choisir un laboratoire qui a l'habitude d'en faire. Et un spermogramme bien fait doit être un spermogramme qui est fait la plupart du temps au laboratoire. Avec un recueil au laboratoire, ce n'est pas juste pour embêter les patients. C'est que les spermatozoïdes vont être sensibles au transport, au temps de transport, à la température de transport. Et que si le prélèvement il met 2 heures par 5 degrés à arriver au laboratoire, les résultats ne vont juste pas être bons, mais ça ne sera pas la faute du monsieur. Il faut aussi essayer de le faire à un moment où il n'y a pas d'événements intercurrents qui peuvent perturber les choses. Une grosse fièvre perturbe les choses, une grosse fatigue peut perturber les choses, un traitement médicamenteux peut perturber les choses. Donc voilà, il faut essayer de le faire dans de bonnes conditions. Et puis, c'est un examen qu'il ne faut pas hésiter à recontrôler. Et il faut expliquer que la spermatogénèse, ça dure en gros 3 mois et que donc les paramètres du sperme sont fluctuants et sont fluctuants de manière parfaitement physiologique et parfaitement normale. Et que quand on a une anomalie, il faut la recontrôler. Ça peut ne pas être la même chose la fois d'après. Ça peut être lié à une difficulté de prélèvement et voilà. Donc là, je voulais juste remettre les normes du spermogramme avec les noms barbares qui peuvent apparaître dans la conclusion de l'examen et qui font généralement très peur aux patients. Donc, dans ce bilan de première intention, il y a un rôle important, c'est d'expliquer après l'examen, d'expliquer la numération normale ou anormale, la mobilité normale ou anormale, expliquer quand ça peut être grave ou quand ça ne l'est pas. Et puis derrière, proposer une prise en charge et pas hésiter encore une fois, à recontrôler quand il y a une anomalie. Pas recontrôler la semaine d'après, parce que la spermatogénèse, encore une fois, durant 3 mois, ça ne sert à rien d'aller faire l'examen la semaine d'après. Mais ne pas hésiter à recontrôler 2-3 mois après pour avoir quelque chose d'interprétable. Si un monsieur a fait une fièvre, une grippe par exemple, ou un Covid, est-ce que combien de temps finalement après il vaudrait mieux qu'il fasse son spermogramme ? Faut au moins laisser passer une dizaine de jours en fait après la fièvre. Alors après il y a fièvre et fièvre, c'est-à-dire que pour que la fièvre impacte vraiment le résultat du spermogramme, il faut qu'il ait eu un vrai syndrome fébrile, plus de 38,5 voire 39. C'est sûr que s'il a eu 42 fièvres 3 jours avant de faire le spermogramme, on va avoir une répercussion possible, en tout cas, sur les paramètres. Donc, à le savoir, ce n'est pas le bon moment pour faire l'examen. Donc, en fait, ce serait bien de leur dire, quand on leur demande de faire cet examen, oui, de les prévenir. Bien sûr. Et en fait, il faut expliquer l'examen. Parce que dans la pratique, on a souvent, en fait, des patientes qui sont venues seules en consultation et qui sont sorties de chez leur médecin avec une ordonnance pour leur conjoint, qui n'avait pas demandé grand-chose, et qui se retrouvent avec un examen qu'ils n'ont pas très envie de faire, qu'on ne leur a pas du tout expliqué, puisque c'est sa conjointe qui lui ramène l'ordonnance, et qui, du coup, n'est pas vraiment fait dans de bonnes conditions et avec les explications qui font que ce serait mieux. D'accord. Il y a des toxiques aussi, éventuellement, ou des habitudes de vie. On voit bien pour des patientes... tu parlais d'anorexie, de patientes qui font beaucoup de sport, qui mangent peu, des hommes qui fument et des femmes qui fument aussi... des hommes qui font beaucoup de sport aussi, par exemple les grands cyclistes là, qui nous font 14 heures de vélo par semaine. Est-ce que vous en parlez aussi avec eux dans l'interrogatoire, je suppose ? Oui, Quels sont les conseils qu'on peut leur donner autour de ça pour, alors je dirais dans le but peut-être d'améliorer un peu une fertilité spontanée ? C'est des conseils autour effectivement des règles hygiéno-diététiques et que si plus tôt on les donne dans le bilan, plus vite on fait gagner du temps au couple. Parce que ça, ils peuvent jouer dessus et c'est vrai que plus tôt on dit à un couple d'arrêter de fumer,
mieux c'est. Les paramètres du sperme vont être dépendants effectivement, influés dans un certain nombre de cas par la consommation tabagique. Plus vite on essaye d'éliminer la prise de toxiques régulières, on a encore des patients qui prennent des traitements anabolisants, testostérone pour faire de la musculation, à qui personne n'a jamais dit que ça pouvait peut-être impacter un petit peu sur le fonctionnement de leurs testicules. Donc il faut pour la perte de cheveux aussi. Oui, pour la perte de cheveux aussi, mais ça nécessite qu'on voit le couple et qu'on interroge le couple et qu'on pose les questions pour que l'examen puisse servir le mieux possible. Mais de toute façon, on est d'accord qu'il n'y a pas de petite prise en charge, hein. Il n'y a pas de prise en charge à la légère, et que pour pouvoir véritablement poser un diagnostic, ou en tout cas, même si celui-ci nous dit que le couple a une infertilité tout à fait idiopathique, sans cause retrouvée, qu'au moins on ait ce minimum de bilan-là, c'est-à-dire le bilan hormonal, l'imagerie pour madame, et puis un premier spermogramme déjà, et peut-être un deuxième spermogramme, probablement d'ailleurs, ou même forcément un deuxième. Plus ou moins rapidement, mais oui. Les couples le vivent assez bien d'ailleurs quand on leur dit « je veux tout le bilan avant de démarrer un quelconque traitement chez vous » parce que ce ne serait pas éthique de vous stimuler sans savoir comment est le sperme et sans savoir comment sont les trompes. On ne va pas réfléchir à comment est le sperme après 6 mois de stimulation à l'aveugle. Ce ne serait vraiment pas éthique pour la patiente qui recevrait la stimulation. Quelle que soit la stimulation. Absolument. Alors justement, je vais te laisser la parole, Vanessa, pour que tu nous parles un petit peu. Tu peux avancer. Enfin oui, j'avance. Justement, des différentes situations. Alors là, on se met peut-être dans une situation où, au niveau masculin, on est tranquille. Puisqu'on parle de stimulation simple ou d'insémination, c'est que probablement le sperme est de suffisamment bonne qualité. On en reparlera après, mais pour pouvoir proposer ce genre de choses. Donc, chez une patiente ou chez un couple pour lequel le monsieur, a priori, n'a pas trop de soucis, comment on va établir la prise en charge et quelles vont être un petit peu les indications, quoi faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Eh oui, alors on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire et qu'il ne faut surtout pas faire, c'est des stimulations d'ovulation chez une patiente qui n'a pas de trouble du cycle. Il y a beaucoup de patientes qui arrivent après avoir fait 6 mois de stimulation médicamenteuse, péros généralement, alors qu'elles avaient des cycles de 28 jours. C'est non seulement pas éthique, c'est inutile et ça peut être dangereux puisque c'est un gros pourvoyeur de grossesses multiples. Et au long cours, on n'a pas idée non plus du risque pour ces patientes, pour leur santé, d'avoir fait des stimulations inutiles. Donc quand on a une patiente qui a des cycles réguliers et un sperme qui est plutôt bon, c'est vrai qu'on va aller sur d'autres causes d'infertilité qu'on va rechercher. On va essayer de vérifier comment est son ovulation en milieu de cycle. Parfois, on peut avoir des surprises sur des endomètres qui sont de très mauvaise qualité ou des atteintes d'adénomiose au niveau de l'endomètre qui peuvent être visualisées à ce moment-là. Et puis, on va aussi vraiment s'attacher à évaluer bien la réserve ovarienne parce que c'est des patientes, pour le coup, infertilité de 1 an, sperme plutôt normal, cycle plutôt régulier, c'est des patientes pour lesquelles on va orienter sur la fécondation in vitro assez rapidement pour ne pas perdre de temps et surtout ne pas perdre de temps en induction inutile. Donc si je comprends bien, cycle régulier, sperme correct, pas de stimulation simple sans associer à l'insémination. Absolument. Et si tu les prends en charge, tu parlais d'une prise en charge à peu près pour rapidement les orienter vers la FIV, c'est-à-dire que tu te donnerais combien de temps? Volontiers 3 cycles, mais guère plus, quoi. Si vraiment on est dans l'infertilité totalement inexpliquée, 3 cycles. Donc si ça marche bien et vite. Et c'est ça. Et si ça ne marche pas, au bout de 3 cycles, je pense qu'il faut aller vérifier la fécondance, aller vérifier l'évolution embryonnaire, aller vérifier tout ça en fécondation in vitro. Absolument. Alors, dans un autre registre, dans ces cycles justement qui sont irréguliers, et d'irréguliers, on a un peu de tout. Hein. Oui, il y a de tout. Alors, les cycles irréguliers, on
On peut parler des cycles courts dans les cycles irréguliers. Les cycles courts, ça va nous évoquer des insuffisances ovariennes prématurées. Et effectivement, on va avoir des réserves ovariennes qui vont être pauvres au compte folliculaire et souvent des AMH basses. Donc on va retourner sur une prise en charge en fécondation in vitro rapidement, si tant est qu'on puisse la faire. Parce que quand on a une très faible réserve ovarienne et une faible AMH, parfois on ne peut même pas faire de fécondation in vitro. Quand on a des cycles irréguliers version longue, donc des cycles longs, des spagnioménorrhées, voire des aménorrhées, la cause la plus fréquente, c'est le syndrome des ovaires micropolykystiques. Ça représente 10% de la population féminine. C'est le quart des femmes qui n'ont aucune règle. C'est 33% des femmes infertiles. Celles qui ont des allongements du cycle, ce qu'on appelle des spagnioménorrhées, c'est 9 femmes sur 10. Et effectivement, elles ont beaucoup d'excès de pilosité, d'hirsutisme. Chez les patientes, elles sont hirsutes aussi parce qu'elles sont en insulinorésistance. Elles ont souvent une obésité ou une adiposité abdominale. Et en fait, cette insulinorésistance est au premier plan de leur anomalie de cycle. Et donc, c'est ce qu'il faut traiter au premier plan. Il ne faut pas débuter par une stimulation chez ces femmes-là. Il faut déjà lutter contre l'insulinorésistance. On a des moyens pour lutter contre, à commencer par perte de poids, activité physique. On a aussi des médicaments qui nous sensibilisent à l'insuline, tels que la metformine, et aussi des compléments alimentaires, tels que le myoinositol. Donc, chez ces patientes ovaires polykystiques, d'abord, on essaie d'améliorer l'insulinorésistance et 8 fois sur 10, on va restaurer des ovulations et on n'aura même pas besoin de faire des inductions d'ovulation. Il y a des ovaires polykystiques qui ont des obésités massives où on va même pouvoir proposer une chirurgie bariatrique éventuellement quand elles n'arrivent pas à perdre de poids et on a une grossesse spontanée. Pour le coup, presque trop rapidement après la chirurgie bariatrique, il faut faire très attention chez ces patientes-là. L'ovaire polykystique, c'est tout de même un diagnostic d'élimination dans les troubles du cycle. Donc, il ne faut pas oublier sur les cycles longs de vérifier la prolactine, de vérifier la TSH et de vérifier aussi la 17-OH progestérone parce qu'on peut avoir des blocs surrénaliens incomplets, partiels, à révélation tardive chez ces patientes qui ont une symptomatologie clinique d'ovaire polykystique mais qui ont un bloc enzymatique surrénalien. Et chez ces patientes, restaurer les cycles va passer par le traitement du bloc et non pas par une induction d'ovulation aussi. Quand on va partir en induction d'ovulation chez ces patientes, c'est vrai que la première indication va être la stimulation péros avec le clomifène. Le clomifène, c'est un médicament merveilleux quand il fonctionne. C'est un médicament très dangereux quand il fonctionne parce qu'il peut aussi donner beaucoup d'hyperstimulation, beaucoup de grossesses multiples. Et c'est aussi le médicament pour lequel on a le plus de stimulation sans monitorage. Donc, ce qui nous augmente la dangerosité du truc, puisque si elles n'ont pas été monitorées, les patientes, elles vont faire la grossesse multiple qui peut être une vraie multiple, c'est-à-dire plus que 3 embryons accrochés, et que ce soit une catastrophe. Et ce médicament peut aussi donner des fausses couches de façon augmentée, en sachant que l'ovaire polykystique déjà est une pathologie à risque de fausses couches. Le citrate de clomifène, il faut se limiter en règle générale à 6 cycles de stimulation, donc monitorer impérativement, parce qu'on a très souvent déjà, au fur et à mesure des cycles, vous savez que c'est un médicament qui est à la fois agoniste estrogénique et antagoniste estrogénique, et l'effet antagoniste persiste sur l'endomètre, et on a des endomètres très très fins qui ne poussent pas volontiers après 3-4 cycles de clomifène. Donc il faut faire très attention, ne pas aller au-delà des 6 cycles, déjà pour ça, parce que ça n'est pas efficace, et aussi parce qu'il y a des études qui ont montré qu'on avait une augmentation du risque de cancer chez les patients qui avaient été traités plus de 6 mois. Alors j'ai une question sur le clomide. Tu parles de 6 cycles, mais si par exemple la patiente ne répond pas au traitement et que tu augmentes tes doses, alors, on ne va pas jusqu'à 6 ? Non, absolument. Alors, concernant le clomifène, chez les patientes en ovaire polykystique, on sait que celles qui ont un index de masse corporelle à plus de 30, souvent ne répondent pas au clomide. Celles qui ont une aménorrhée complète ne répondent pas au clomide. Celles qui ont un rapport taille sur hanche supérieur à 1 ne répondent pas au clomide. Donc ça ne sert à rien de s'entêter, d'essayer, etc. Ça ne marchera pas. Donc on va perdre du temps et on risque d'être délétère. Donc surtout, on n'y va pas. Après, chez des patientes qui sont sur un profil potentiellement de réponse, c'est-à-dire qui ne sont pas celles dont je viens de parler, on peut tenter le clomide. Et si on peut essayer 1 comprimé, 2 comprimés, 3 comprimés,
successivement sur 3 cycles, mais on a déjà perdu 3 cycles en faisant ça. Donc on peut essayer successivement cela. Et aussi l'autre chose, c'est que ce qui a été démontré, c'est que quand on ajoute un insulinosensibiliseur au clomide, on améliore les chances de réponse au clomide. Donc je parlais de metformine et de myoinositol. D'accord. Alors, juste pour dire, en fait, finalement, pour savoir si ton clomide fonctionne ou pas, il faut quand même monitorer cette femme et lui faire une échographie. Absolument. Donc, oui. Clomide sans écho, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. D'accord. J'aimerais juste qu'on dise un petit mot sur les patientes qui ont des aménorrhées, mais qui sont plutôt sur le versant hypogonado, les hypo-hypo. Hein. Donc, c'est-à-dire, parce que je vois malheureusement souvent des patientes qui ont été pris en charge comme des OPK, donc clomide qui sert strictement à rien, et qui malheureusement étaient plutôt des hypo-hypo et qui auraient eu besoin d'une prise en charge tout à fait différente. Donc, j'aimerais juste que peut-être tu nous dises un mot là-dessus. Alors, le clomide, donc, c'est à la fois un agoniste et un antagoniste estrogénique. Donc, pour qu'il fonctionne, il faut un axe gonadotrope normal. C'est-à-dire, il faut un hypothalamus normal, une hypophyse normale. Donc, une jeune femme qui a une anorexie ou qui a une aménorrhée fonctionnelle parce qu'elle a bloqué son axe en faisant trop de sport ou en étant trop maigre, eh ben, elle est bloquée. Donc, le clomide ne marchera jamais chez elle. Pour autant, elle peut avoir une échographie avec des ovaires qui ressemblent à des ovaires polykystiques. Et donc, on se dit, ah, c'est un OPK maigre. Non, c'est pas un OPK maigre. C'est une femme qui fait 10 heures de course à pied par semaine et qui a bloqué ses ovaires en fonction. Ces patientes-là, elles ont un profil très particulier au niveau hormonal, elles ont une ELH effondrée. Et donc, du coup, en termes de stimulation pour ces patientes, il faut restaurer de la LH. La première intention, déjà, il faut les faire regrossir un petit peu, parce qu'il faut se souvenir que tous les stéroïdes sont des dérivés du cholestérol, et que si madame ne mange pas de cholestérol, elle ne va pas monter son estradiol pendant la stimulation, elle va garder un très mauvais endomètre, avec des chances de grossesse extrêmement modérées, et des risques de complications de grossesse aussi importantes. Et aussi, elle ne va pas non plus monter sa progestérone correctement en deuxième partie de cycle, et donc on va réduire aussi les chances d'implantation. Donc, chez ces patientes-là, déjà, on essaie de les faire grossir, on leur fait manger du beurre, on leur fait manger tout ce qui contient un petit peu de cholestérol. Très souvent, c'est des jeunes femmes qui ont une alimentation très exclusive des matières grasses. Elles ont vraiment beaucoup retiré les matières grasses. Et elles mangent beaucoup de sucre, ce qui en plus donne un pseudo-ovaire polykystique, donc le serpent se mord la queue. Et en termes de stimulation, si on veut les stimuler, ce qui va être efficace en première intention, ça va être la pompe à LHRH. Ça marche extrêmement bien. On a chez les patientes qu'on va stimuler 80% de grossesse en 3 cycles de pompe à LHRH. Ça marche très bien. Quand on ne veut pas mettre la pompe à LHRH, on peut utiliser des gonadotrophines et là, plutôt, on va utiliser des HMG qui contiennent à la fois de la FSH et cette fameuse LH qui manque chez ces patientes. Merci. Donc, en fait, on voit que le bilan est indispensable pour essayer d'y voir clair, que l'interrogatoire est important, que l'aspect des patients aussi, le surpoids, la maigreur, etc., c'est intéressant de pouvoir discuter. Il y a quand même des OPK minces, entre guillemets. Mais si on a et les dosages hormonaux et l'aspect de la patiente, on pourra faire un diagnostic. Je voudrais juste parler quelques minutes du poids des messieurs. Est-ce que le poids des messieurs a un effet aussi sur la qualité de la spermatogénèse ? Alors, je veux dire que oui, il y a parfois un surpoids au niveau de la zone justement testiculaire. Les testicules sont à l'extérieur du corps pour être à une température plus faible que les 37 degrés, 35 degrés. Donc quand il y a une surcharge pondérale à cet endroit-là, ça impacte déjà la fertilité. Et puis on a des meilleurs taux des meilleurs spermogrammes chez les patients une fois qu'on leur fait perdre du poids. Ah oui, tout à fait. Après, ça fait partie effectivement des conseils hygiéno-diététiques qu'on peut donner en début de prise en charge. Et cette perturbation hormonale liée au surpoids, bien sûr qu'elle existe aussi chez les patients. Et chez les hommes aussi. Et chez les hommes, chez les voilà. hommes aussi. Et chez les grands... Alors, chez les grands sportifs, ils peuvent se mettre... Est-ce qu'ils peuvent aussi se mettre en blocage hypothalamo-hypophysaire du fait d'une... Enfin, moi, je les vois, les grands sportifs, les hommes très minces, très grands, qui ont vraiment
un profil Oui. très Ils ont très, des très vrais clair. hypogonadismes et on a aussi des sportifs qui ont des traumatismes testiculaires récurrents. Tu parlais des cyclistes tout à l'heure. Les sports de combat. Et les sports de combat, donc les traumas testiculaires récurrents chez les grands sportifs, plus l'hypogonadisme. Et concernant les patients obèses, on a un doublement du temps de conception chez les patients obèses avec un indice de masse corporelle supérieur à 30. Et en assistance médicale à la procréation, on réduit de 35% les chances de grossesse chez les patients qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30. Donc et l'obésité, et la maigreur, et le sport intensif, tout ça fait partie de l'interrogatoire. Il faut essayer d'aider les gens à améliorer. Donc en fait, on leur impose facteurs. pas grand-chose, mais on essaye juste de leur dire que tout est bien, il faut On leur tout fera faire, gagner mais du temps. c'est toujours pareil, ni trop ni trop peu. Hein, on est d'accord. Alors, moi j'ai regardé pour préparer un peu cette table ronde-là. Donc j'ai regardé que le taux national d'accouchement par insémination, il est quand même de 10,8%. J'ai pas trouvé les chiffres, tu parlais de 11 000 cycles par an. Alors, dans les cycles simples, on n'a absolument aucun chiffre, hein, c'est pas de l'assistance médicale à procréation, puisque l'assistance médicale à procréation, c'est quand on touche les gamètes. Hein. Donc dès qu'on touche les gamètes, on fait de l'assistance médicale à procréation. Dès qu'on ne les touche pas, finalement, il n'y a pas d'assistance médicale. Donc chacun peut un peu faire ce qu'il veut dans son coin. Et malheureusement, on n'a pas de résultat sur l'efficacité de tous ces cycles spontanés qui sont faits, enfin de tous ces cycles sans insémination qui sont faits sans avoir vraiment de résultats. Mais déjà en insémination, on a quand même un taux de naissance qui n'est pas énorme, mais il a quand même des avantages. Il est relativement facile à faire, il peut le reproduire rapidement, il est moins coûteux. Absolument. Et voilà. Il y a une Cochrane Database, donc c'est une grosse étude sur un nombre important d'études qui ont été regardées pour savoir quelle était la meilleure prise en charge entre stimulation avec insémination, stimulation simple, insémination sans stimulation. Donc a priori, chez ce type de patients, donc chez les patients qui n'ont pas de cause retrouvée évidente, si on doit les prendre en charge, et ça corrobore ce que tu disais tout à l'heure, Vanessa, c'est plutôt la stimulation avec l'insémination pour essayer vraiment d'optimiser et le moment de l'ovulation et l'efficacité au niveau du sperme. Voilà. Donc, en termes de sperme, est-ce qu'on pourrait tu pourrais nous donner un peu une idée sur avec quel type de résultats de spermogramme, finalement, on va pouvoir dire on peut vous prendre en charge ou pas? Alors, en fait, effectivement, ce qui est important, c'est le nombre de spermatozoïdes mobiles pour une insémination. Donc, quand on a dit qu'il fallait qu'on contrôle le spermogramme et faire souvent un deuxième examen, sur ce deuxième examen, il faut prescrire ce qu'on appelle un test de migration-survie, qui est, moi j'explique aux patients que c'est un test à blanc avec la même préparation que celle qui sera faite ou pas le jour de l'insémination, et que c'est pour savoir si on va réussir à récupérer assez de spermatozoïdes mobiles le jour de l'insémination. Donc, classiquement, il faut que dans ce test de migration de survie, on ait un rendement supérieur à 1 million de spermatozoïdes mobiles et mobiles progressifs. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit... Il y a plusieurs catégories de mobilité dans les spermatozoïdes. Il y a les parfaitement immobiles, il y a les mobiles mais sur place et les progressifs. C'est cette catégorie-là qui nous intéresse, et il faut qu'il y en ait au moins 1 million, même plutôt un peu plus, pour avoir des bons résultats en insémination. Au niveau juste un petit mot sur les formes typiques et la morphologie, qui est un paramètre qu'on voit apparaître sur le résultat du spermogramme et sur le résultat du test de migration. Je te coupe 2 minutes, mais c'est pour introduire un peu le sujet. Je vois beaucoup de patients qui arrivent complètement défaits, au bord Ils sont tous anormaux. Voilà, et qui me disent « Oh là là, c'est à cause de moi, tous mes spermatozoïdes sont anormaux, c'est horrible. D'ailleurs, mon médecin m'a dit qu'il fallait absolument que je vienne vous voir, etc. » Donc j'aimerais bien qu'on dise un mot là-dessus, parce que c'est vraiment un message très important à faire passer. C'est effectivement un paramètre qui est très compliqué. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on fait la morphologie des spermatozoïdes, on va regarder la forme de sang,
éventuellement 200, peut-être même 300 spermatozoïdes dans un laboratoire. Dans un sperme normal, il y a des millions de spermatozoïdes. Donc non seulement c'est une analyse parfaitement subjective, mais en plus qui est fait sur un échantillonnage microscopique de ce qu'il peut y avoir dans un éjaculat. Et en plus de ça, il y a 2 classifications différentes qui sont utilisées, une classification dite qu'on appelle la classification de David et une classification de Kruger. Et tous les laboratoires, alors à l'échelle mondiale, c'est plutôt la classification de Kruger qui est utilisée, mais en France, il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent avec la classification de David, et c'est pas les mêmes normes qui sont validées. Donc, en classification de Kruger, il suffit de 4% de forme typique pour être normale. Donc, ça laisse quand même ouverte beaucoup de situations et des patients qui sont parfaitement normaux avec 92% de formes atypiques qui paraissent absolument effrayantes, mais ça ne l'est pas. En fait, la seule chose qui pour moi est vraiment, vraiment importante et que doit rendre le laboratoire, c'est certaines anomalies monomorphes, c'est-à-dire des spermogrammes où il y a une vraie anomalie, parfois génétique, où tous les spermatozoïdes ont la même anomalie. Et là où il y a véritablement, peut-être parfois même une stérilité ou un vrai problème à prendre en charge. Et là, il y a un impact sur la fertilité. Après, savoir s'il a 6% de forme typique, 8% de forme typique, avec des spermatozoïdes plutôt un peu tordus, un peu avec un flagelle. Même s'ils ont 0%. Et même s'ils ont 0% de forme typique, voilà, il faut pas. C'est un examen sur lequel qu'il faut interpréter avec beaucoup de prudence et éliminer les tératospermies monomorphes qui peuvent être véritablement problématiques. Et le reste y accorder la place que ça doit avoir, mais pas plus. Alors, l'andrologue, là, je parle à l'andrologue par rapport au sperme, justement. Est-ce que quand on a un problème de tératospermie ou quand on a un problème de leucospermie, par exemple, sans avoir retrouvé quoi que ce soit, il y a des conseils à donner aux patients ou il y a des choses toutes simples, dont l'idée n'étant pas non plus de les contraindre à avoir une vie parfaite, on est d'accord avec ça, mais pour pouvoir peut-être améliorer. Et est-ce que ça améliore finalement ? Je vais reprendre certains éléments qu'on avait dit, comme pour la femme, les toxiques, le tabac, les autres toxiques aussi, bien sûr, l'activité physique, en avoir un minimum. Et puis, on a dit sans anomalie, on est bien d'accord, il n'y a pas de leucospermie, tu as dit, il n'y a pas de... S'il y a une leucospermie, est-ce que tu fais des recherches particulières chez ces patients ? Je pousse un peu plus l'interrogatoire, parce que parfois il va dire qu'il a eu une compagne avec une infection une fois, il aura eu peut-être un terrain inflammatoire dans son interrogatoire en poussant un peu plus, et sinon on refait parfois des contrôles... parce qu'on parle de leucospermie, mais parfois on a aussi des germes présents qui sont traités parfois par des médecins parce qu'on a trouvé un germe à la spermoculture ou une série de germes traités par excès. Mais en fait, en refaisant un simple contrôle, parfois ce paramètre s'améliore. Je pense que ce serait bien d'en parler aussi des spermocultures incessantes. Alors, et traitées. Les spermocultures, c'est encore un autre sujet, mais effectivement, c'est souvent un examen qui est fait en même temps que le spermogramme. Et il faut... on peut avoir une vraie infection avec une vraie spermoculture positive. Mais dans ce cas-là, il y a généralement un germe, éventuellement 2, et en grand nombre. Et à ce moment-là, il y a un intérêt à le traiter avec un contrôle. Après, on a un certain nombre de spermocultures qui sont juste une contamination au moment du prélèvement. Et quand on a des flores polymorphes avec 10 puissance 2, 10 puissance 3, 2, 3, 4 germes différents, il ne faut pas le traiter. C'est juste une contamination au moment du prélèvement qui... Est-ce que vous seriez comme moi à dire que justement il ne faut surtout pas le traiter ? Parce que souvent on parle oui, sur des choses choses... voilà. C'est une certitude. À l'inverse, on a aussi des hommes qui n'ont pas été correctement traités lors d'infections urinaires antérieures et qui gardent des séquelles spermatiques. Et là, on peut se poser la question, est-ce que ce serait utile de refaire un traitement d'épreuve quand on voit qu'on a un homme qui a eu une prostatite à l'évidence maltraitée et qui reste une asténospermie importante, voire une leucospermie ? Est-ce que tu retraites cet homme Voilà, tu n'as pas de preuve aiguë. C'est pour ça que je parlais de creuser à nouveau un peu l'interrogatoire et de retrouver un vieil antécédent, parfois mettre un traitement antibiotique
quand même si c'est ancien, et des anti-inflammatoires, des antioxydants, essayer de relibérer ces canalisations, entre guillemets, qui ont été inflammées pour avoir une meilleure spermatogenèse. C'est vrai que c'est des choses qu'on peut... Les infections urinaires, très souvent, ont été soignées par le généraliste qui, sans faire vraiment de différence avec la femme, a soigné une semaine. Très, très souvent. Et on se retrouve avec des hommes qui ont eu des prostatites insuffisamment soignées, pour lesquels on a des séquelles de fertilité très importantes. Donc je pense que le message aussi, c'est peut-être de traiter les hommes minimum 3 semaines quand on a une suspicion d'infection urinaire chez eux. C'est pas drôle l'observance thérapeutique pendant 3 semaines, mais sur leur fertilité plus tard, ils seront bien contents qu'on les fait. Mais ceux-là, ils ont, juste pour revenir, ceux-là, ils ne sont pas juste une flore polymorphe sur la spermoculture. Non, ils ont un germe, ils ont souvent une asténospermie. On peut être après. On peut être après l'infection, on n'a plus de germe. Et on n'a plus que la Et on a l'asténospermie, on a la leucospermie, on a des signes qui orientent vers ce contexte infectieux. Tout à fait. Mais de toute façon, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur la présence de l'homme à la consultation. Je pense qu'elle est très importante. On ne prescrit pas un spermogramme. Elle est obligatoire. On ne prescrit pas un spermogramme sur un coin de table. Avec les 2 membres du couple à 1 mois d'intervalle. C'est obligatoire. Bon, c'est compliqué pour moi, c'est obligatoire. Je ne suis pas du tout en train de discuter de ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Malheureusement, ce n'est pas toujours entendu. Parfois, les patientes veulent nous voir avant pour des raisons X ou Y. Voilà. Donc, et c'est vrai que dans la difficulté parfois d'avoir des rendez-vous, et on est tenté quand même à donner le spermogramme à madame pour gagner un peu de temps. Bon. Donc ça, c'est sûr. Par contre, l'interprétation, je pense que l'interprétation du spermogramme peut faire beaucoup de dégâts quand il n'est pas bien fait. Comme d'ailleurs l'AMH chez des patientes qu'on m'envoie en urgence parce que c'est horrible, elles sont en insuffisance ovarienne. Donc je pense que c'est vraiment important, je dirais, de pouvoir un peu arrondir les choses. Et si le médecin ne sait pas l'interpréter, il vaut mieux à la limite qu'il s'abstienne et qui renvoie à quelqu'un plutôt que... Parce que j'ai vraiment vu des catastrophes. Moi, je dirais comment, Vanessa, en fonction de tous ces éléments-là, donc on a bien compris qu'il y avait effectivement un bilan de base, mais qu'il y avait aussi tout l'interrogatoire, toute l'histoire du couple, de chacun des membres du couple, les antécédents, leurs habitudes de vie, qui a quand même un rôle important, et sans les contraindre, au moins leur donner des pistes. Mais une fois qu'on a tout ça, comment on va décider de prendre en charge, de ne pas prendre en charge, de faire une insémination, de peut-être... voilà. Donc on a bien vu qu'en fonction... C'était plutôt la régularité ou la non-régularité des cycles qui va t'orienter vers insémination ou pas. Mais comment, sur quels critères, en fait, sur quel ensemble de critères tu vas te baser pour pouvoir indiquer des choses ? Pour aller en INSEM versus en FIV, tu veux dire ? Voilà, ou prise en charge. Est-ce que... Alors, sur les stimulations et inséminations, puisque c'est notre propos aujourd'hui, quand on voit qu'on est à 10,5% en France, on se dit « mais c'est nul les inséminations ». Pour autant, je ne pense pas qu'il faut jeter la pierre aux inséminations et qu'il faut se donner 3 inséminations pour dire c'est nul ou pas nul, et qu'effectivement 10% x 3, ça fait quand même 30%, et c'est quand même quasiment l'équivalent de ce que l'on peut faire avec une tentative de FIV. Donc la prise en charge en insémination peut être effectivement très intéressante, sauf trompe bouchée, sauf sperme insuffisant. Dans un premier temps, ça vaut le coup de se donner éventuellement 3 cycles. Ça permet aussi de voir comment on va stimuler la dame, comment elle répond à la stimulation, même si on a comme arrière-pensée qu'on risque de passer en fécondation in vitro rapidement. Ça peut être très intéressant de le proposer. Après, ça peut être intéressant aussi de le proposer peut-être de façon un peu compassionnelle chez des patientes où on sait qu'on ne va pas aller en FIV parce qu'elles ont une réserve ovarienne insuffisante et qu'on n'arrivera pas à les stimuler pour une fécondation in vitro. Donc dans ces cas-là, ça va être très intéressant. Et puis aussi, volontiers, je vais discuter avec le couple de la temporalité dont il a besoin. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui veulent tout de suite la grosse artillerie et il y a des couples qui ont besoin de temps, qui ont besoin de prendre un peu de temps, de réessayer, de faire une stimulation, puis on verra après, une insémination, puis on verra après, etc. Donc c'est vrai qu'on s'adapte aussi beaucoup, à part les cas où on contre-indique l'acte, où on contre-indique le geste. Mais sinon, on s'adapte beaucoup aux patients. Et c'est vrai que sur une infertilité cervicale d'une dame qui a été opérée d'une conisation
en insémination, on va avoir 30% de réussite magnifique. Et puis, sur une dame qui a plus de 38 ans, 39 ans, on va être à 5% par tentative, mais on n'aurait pas pu la prendre en FIV non plus. Donc ça se discute et c'est avec mesure qu'on essaye de prendre des décisions. Moi, j'avais aussi la notion du temps, on va dire. C'est-à-dire, je me posais la question par rapport à ça, c'est-à-dire le fait que les patientes sont... Il y a une durée d'infertilité qui est importante. Si par hasard, elles ont déjà été prises en charge avant aussi et qu'elles ont eu des choses... La patiente qui a eu 4 cycles de chlomide, 5 cycles de stimulation, même si au final, ce qui aurait dû être fait dès le départ, c'est une insémination, peut-être qu'on va plus facilement la basculer aussi en fécondation in vitro. Donc il y a un peu ça. Et puis, mais c'est vrai que je trouve qu'en fait, et même chez des patientes âgées finalement, pour laquelle finalement seul l'âge, et peut-être la MH, mais seul l'âge dit qu'il y a un risque. Et encore la MH... On a bien vu que chez des femmes jeunes, même basses, on avait des très bons taux de grossesse spontanée. Donc au final, si on arrive à le faire relativement vite, on ne perd pas tant de temps que ça à faire quelques inséminations. Voilà. Donc on est quand même, je trouve, dans une prise en charge qui peut être... Après, il ne faut pas être jusque-boutiste non plus. Elle a 42 ans, on n'a pas vraiment le temps de faire quoi que ce soit. Déjà, on n'est pas sûr d'y arriver avec une FIV, donc on va être quand même très, très, très léger par rapport à tout ça. Il se peut parfois qu'on ait des spermogrammes qui soient un peu surprenants le jour de l'insémination. Ça peut aussi remettre en cause la prise en charge. Tout à fait. Alors, surprenant, ça peut être surprenant dans les deux sens d'ailleurs. Parce que, surprenant dans le bon sens, c'est quand finalement, le jour de l'insémination, on a un meilleur rendement que ce qu'on pouvait espérer. Et ça, c'est aussi lié au fait que quand on fait un spermogramme diagnostique dans un laboratoire, le laboratoire ne va utiliser qu'une partie de l'éjaculat pour faire ce test de migration survie, parce qu'il va y avoir d'autres paramètres à analyser, il va y avoir une spermoculture à envoyer au laboratoire, etc. Et le jour J, on va utiliser la totalité de l'éjaculat. Donc, il se peut qu'on ait un meilleur rendement le jour de l'insémination que ce qu'on osait espérer. Ça va dans le sens que ça vaut le coup souvent de tenter ces inséminations, que ça, effectivement, ça ne prend pas tant de temps que ça, qu'on peut les enchaîner d'un mois sur l'autre. On n'est pas obligé d'attendre entre 2 inséminations. Et voilà. Et puis, parfois, on a des mauvaises surprises. Et il ne faut pas hésiter quand finalement, on est déçu par le rendement d'une insémination où on n'a pas un bon rendement, on a moins d'1 million de spermatozoïdes disponibles le jour de l'insémination, soit en discutant avec le couple, on voit qu'il y a une explication, et ça vaut le coup de retenter, soit faut pas forcément s'éterniser sur quelque chose qui ne va pas leur améliorer grand-chose par rapport à des rapports spontanés. Est-ce que vous avez tendance aussi à programmer les choses, c'est-à-dire à faire une sorte de stratégie thérapeutique avec le patient, en lui disant, là, il y a ça, on se donne 3 mois. Voilà. Et puis, on fait tel et tel traitement. Puis, si ça ne marche pas, Parce que parfois, tu disais qu'ils ont envie de passer en FIV très vite. Mais si on leur explique les choses, on arrive peut-être à leur dire on ne perd pas de temps, mais en même temps, on vous donne une chance de quelque chose d'un peu plus léger. C'est important d'impliquer les gens et puis de les laisser maîtres de leur choix aussi. De ce que nous, on peut proposer, évidemment, bien sûr. Mais l'adhésion au traitement n'en est que meilleure. Je te rejoins là-dessus, c'est exactement ça. Les choses sont très claires pour nous et médicalement sont très claires pour nous. Eux ne viennent qu'avec le désir de grossesse sans savoir où sont leurs problèmes. Ouais. Et parfois, leur question, c'est déjà ça, un examen et des examens complémentaires pour voir ce que j'ai. Et puis, est-ce qu'on peut essayer sous la couette ou est-ce que ça n'a pas de sens? Et puis, les aides où elles me mènent. Et donc, c'est vrai que c'est stratégie thérapeutique, comme tu dis. Bon, alors, la grossesse spontanée, elle est toujours possible, quoi qu'on fasse. C'est bien de leur dire. Qu'on fasse de l'insémination, qu'on fasse de la fécondation in vitro, à moins vraiment d'avoir plus de trompe ou pas de spermatozoïdes, globalement, même avec un qui traîne... Les cas de stérilité ne sont pas si fréquents que ça. Je pense que c'est important quand même aussi de leur dire que c'est pas parce qu'on fait un traitement que les chances de grossesse spontanée n'existent plus. Et si on pouvait bannir dans beaucoup de situations le mot stérilité en consultation, je pense que ça dédramatiserait beaucoup de situations. Oui, si la patiente a les trompes bouchées ou le monsieur est azoospermique, c'est sûr. Mais sinon, on ne parle pas de stérilité, quoi. Je voulais juste discuter aussi par rapport à l'AMH, justement, dans cette interprétation d'une AMH basse ou d'une AMH
alors je dirais pas insuffisance prématurée, parce que souvent elles sont pas en ménopause artificielle, mais en ménopause, mais elles sont plutôt, on voit qu'il y a une insuffisance ovarienne débutante, c'est-à-dire on voit bien que les ovaires marchent moins bien, et je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre une patiente de 30 ans. Bon, pour avoir eu des patientes qui sont arrivées catastrophées, alors il y a eu les formes typiques des hommes, et puis il y a l'AMH des dames, hein, Oui. globalement. Donc avoir des femmes qui débarquent en disant, voilà, mon médecin m'a dit que c'était horrible, j'aurai jamais d'enfant, ça marchera, j'ai aucune chance. Donc un peu peut-être reprendre cette histoire peut-être d'interprétation pour rassurer aussi les patientes, déjà sur leur capacité à avoir une grossesse spontanée, même si elles ont une AMH qui n'est pas flamboyante comme on l'attendrait à 25, 30 ans ou 32 ans. Et puis quand même, il y a finalement rappelé qu'il n'y a peut-être pas de relation entre les taux d'AMH et les grossesses. Enfin, il y en a une indirecte, mais c'est surtout la qualité ou la quantité des ovocytes. Voilà. Par contre, à partir de 35 ans, il y a quand même un peu une accélération. De la chute. De la chute. Oui, absolument. Là, on sort un peu de notre propos, mais oui, à partir de 35 ans, on va avoir une accélération de l'épuisement de la réserve ovarienne et donc une accélération de la chute de l'AMH. Et c'est vrai que le temps dont tu parlais tout à l'heure n'est pas le même avant 35 ans et après 35 ans. Et le temps dont on dispose n'est pas le même. Par contre, ce qui est certain aussi, c'est qu'on n'a pas de notion précise pour chaque patiente de comment son AMH va évoluer et comment sa réserve va évoluer. Il y a des patientes qui viennent avec une insuffisance ovarienne prématurée et qui, 1 an après, ont exactement le même profil, exactement les mêmes dosages hormonaux et la même échographie. Et il y en a d'autres qui, en 1 an, vont se dégrader et on ne sait pas lesquelles c'est. Donc c'est vrai que ça donne une espèce de notion d'urgence chez les plus de 35 ans qui fait qu'on agit un petit peu différemment de chez les plus jeunes, quel que soit pour le coup le taux d'AMH. Donc ce qui pourrait faire penser justement que finalement, leur proposer une prise en charge ne leur enlève rien quant à leur chance de grossesse spontanée, mais leur ajoute peut-être une chance supplémentaire. Oui. Donc là, on est plutôt dans quelque chose, dans un accompagnement. Mais c'est un accompagnement où on peut leur expliquer qu'on joue sur les 2 tableaux. C'est-à-dire qu'on a fait le bilan, on leur a donné des conseils pour améliorer ce qui peut au quotidien baisser leur fertilité, ce qu'on a dit autour du poids, autour du tabac, autour des habitudes de vie, etc. On essaye d'améliorer ça et en même temps, on leur propose d'essayer d'optimiser leurs chances en stimulation. Donc c'est vraiment jouer sur les 2 tableaux et ne pas leur faire perdre de temps, qui est la pire des choses. Très bien. Alors moi, je voudrais qu'on voit un petit peu, si vous aviez, parce que là je crois qu'on a fait un peu le tour, est-ce que vous aviez peut-être des sujets sur lesquels vous vouliez discuter en plus sur l'insémination ? Je pense que c'est quand même une belle technique, hein. C'est quelque chose de relativement simple. Ça peut être aussi une façon de rentrer dans une prise en charge un peu douce aussi. C'est un peu plus doux que la FIV quand même, hein, il faut le dire. Moins cher et quand même efficace malgré tout. Si on la monitore. Alors, je voulais aussi, un tout petit peu peut-être qu'on parle du monitorage, hein, de l'ovulation. Je pense qu'il faut au moins une échographie. Je pense que tu l'as évoqué avant avec les chlomides laissés dans la nature. Le monitorage est très important, le monitorage sanguin et le monitorage échographique pour ne pas donner des traitements qui font des ovulations à follicules multiples et ne pas donner des traitements aussi parfois pour rien quand il ne se passe rien. D'accord. Est-ce que vous auriez allez, très vite comme ça, quelque chose que vous avez envie que chacun puisse garder, qui vous semble extrêmement important pour la suite? Alors, moi, sur le message, vraiment, c'est pas de stimulation chez les patientes qui ont des cycles réguliers et pas de clomifène sans surveillance monitoring. C'est les 2 trucs les plus importants pour moi. Un bilan pour le couple avant toute prise en charge, parce que c'est indispensable. Et puis, on vient de dire un monitorage indispensable aussi.
Alors, moi j'étais sur la même idée, effectivement, prendre en charge un couple et ne pas leur faire perdre du temps en expliquant les examens et en ajustant la prise en charge derrière, parce que l'âge de la patiente, ça reste le facteur qui aura énormément de poids dans ses chances de grossesse. Merci à tous, à Merci. tous les trois. Vous avez tout dit. Merci. Et on termine là-dessus. Merci. Merci. Au revoir à tous.